Bienvenue à l'émission À la Une. Le ministre des Finances du Québec, Carlos Letao, a déjà dit que les Québécois sont prêts à accepter les choix difficiles que fera le gouvernement Couillard pour réduire son déficit budgétaire. Une acceptation plus facile à évoquer qu'à concrétiser. Je vous le rappelle, Québec veut fortement limiter ses dépenses en espérant économiser bien plus que les gouvernements précédents. Ainsi, les syndicats fourbissent leurs armes en vue de la rentrée à l'automne. Si acceptation de choix difficiles il y a, éventuellement, ça ne se fera pas sans heurts et sans cris. On va donc se faire une petite pratique aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va y avoir des heurts ou des cris, mais on va se préparer pour l'entrée à l'automne. On va aborder différents dossiers de finances publiques avec Simon Tremblay-Pépin de l'Institut de recherche en information socio-économique. Bonjour, Simon. Et Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Nos deux débatteurs habituels qu'on reçoit avec grand plaisir d'abord parce que c'est toujours un débat très instructif. On va commencer avec, parce que ça a fait l'actualité dans les derniers jours, en fait, au mois de juillet, l'importance d'en arriver à l'équilibre budgétaire. L'atteinte est prévue pour l'exercice 2016-2017 au Québec. Carlos Letao dit que le retour à l'équilibre n'est pas une obsession, mais une obligation. Ottawa prévoit le déficit zéro dès l'exercice en cours, celui de 2014-2015, disposerait même d'une marge de manœuvre pour enregistrer un léger surplus. Et cette semaine, ce qui était dans l'actualité, c'est une note économique de l'Institut CDAO qui remet en question le calendrier du côté fédéral, mais ça alimente bien la discussion n'importe où dans le monde, dont ici au Québec. L'économiste William Scott qui dit qu'il faut repousser l'atteinte de l'équilibre de 3 ans, hausser les dépenses de programme pour créer de l'économie, une activité économique additionnelle. Donc, Yuri, je commence avec vous. Est-ce qu'on est tout près du but, là, à Ottawa? Est-ce qu'on aurait tort de repousser, finalement, l'atteinte de l'équilibre? Oui, tout à fait. En fait, c'est quand même étonnant de penser qu'on peut augmenter les dépenses du gouvernement et donc financer par des taxes et des impôts et créer davantage d'activités économiques que si on avait réduit les dépenses et diminué, par exemple, le fardeau fiscal. Donc, c'est pas une bonne option, à part, évidemment, si on se dit, bien, on accepte de s'endetter davantage, et dans ce cas-là, de faire payer les générations suivantes. Donc, il n'y a pas de magie, là. On ne peut pas augmenter les dépenses publiques pour, dans le fond, augmenter ou donner des stéroïdes à l'économie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, les États qui dépensent énormément, par exemple comme le Québec, on aurait une économie d'une prospérité inouïe. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne clairement. Peut-être juste rappeler quel contexte, c'est quand même qu'on est 5 ans après la récession. Il ne faut pas l'oublier. Au Québec, on a un contexte un peu particulier où le déficit est plus structurel. On a un déficit, en fait, là, dans l'année qui vient de se terminer, 2013-2014, de 3,1 milliards de dollars. L'année après la récession, on avait un déficit de 3,2 milliards de dollars. Donc, à peine 100 millions de différence. On ne parvient pas à revenir à l'équilibre budgétaire. Ça prend des efforts plus soutenus. C'est ce à quoi, dans le fond, le ministre des Finances nous prépare. Simon, c'est vrai que la récession 2008-2009 a été vécue un peu partout à travers le monde. Les dépenses des différents États ont compensé pour l'absence ou la diminution de celle des citoyens. Et pourtant, on a tellement injecté de fonds, on n'a pas nécessairement vu de croissance économique. En fait, si on compare les précédentes crises et celles qu'on vient de vivre, les gouvernements ont moins agi lors de cette crise-là que lors des crises précédentes. Et ça a eu des conséquences sur l'économie. On peut le regarder, et ça, le FMI le dit dans une étude extrêmement détaillée. On a fait à l'IRIS la même étude, on a repris la même méthodologie pour le Québec, et on se rend compte qu'effectivement, les gouvernements ont choisi plutôt de restreindre, d'utiliser la médecine qui est proposée ici, de restreindre les dépenses en disant les ménages vont aller dépenser, l'économie va repartir d'elle-même. Bien, le fait est, ça fait 5 ans qu'on essaye ça, et ça n'a pas fonctionné. On est devant une situation où la crise... Bon, on n'est pas dans une situation de crise, mais on est dans un marasme, je pense qu'on pourrait s'entendre sur ce terme-là, une relative stagnation. On l'apprenait d'ailleurs cette semaine, les chiffres pour le PIB du Québec n'étaient pas particulièrement enthousiasmants, disons ça comme ça, malgré toutes les belles promesses qu'on nous avait faites pendant la campagne électorale, ça ne se concrétise toujours pas. Eh bien, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et cette pusillanimité, si vous me permettez, cette tendance à ne pas intervenir, à essayer de calmer les dépenses et tout ça, bien, elle est en partie responsable de ça. Il n'y a pas que ça, il y a le contexte international, mais le contexte international, il est beaucoup tiré par le fait que à peu près l'ensemble des États ont arrêté de dépenser ou essayer de réduire leurs dépenses. Donc,
c'est cette stratégie de sortie de crise qui montre encore son échec. Il faut peut-être penser à en sortir. Ça fait depuis le début de notre sortie de crise que nos différents ministres des Finances nous disent « c'est ça qu'il faut faire, il faut y aller ». Eh bien là, le CDAO, qui est quand même pas exactement dans mon équipe politique habituellement, semble penser à peu près la même chose que nous, c'est-à-dire qu'il faut davantage d'intervention de la part de l'État. Un des commentaires intéressants que j'ai trouvé dans ce rapport de CDAO, William Scath, qui dit « les politiciens font un culte de leur cible. Et pourquoi sacrifier des emplois pour abaisser un peu le déficit? Justement parce que un de ces arguments, c'est que le coup de pouce, de repousser de 3 ans, ça ferait reculer le taux de chômage de 0,4 points et donc un coup de pouce au marché de l'emploi. Yuri Chassin, est-ce que ce sont des objectifs de réduction, d'atteinte de l'équilibre budgétaire fondés vraiment, selon vous, sur une vision de l'économie, une stratégie donc de relance ou davantage des promesses politiques? Mais en fait, c'est un peu ça. Hein, dans le fond, est-ce que le CDAO est en train de parler d'obsession à mot couvert? Donc, les termes sont importants. Et je n'ai pas lu l'étude du CDAO, mais donc l'idée étant, et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, est-ce qu'on en fait une obsession dans le sens où c'est mauvais, mais on doit garder le cap par idéologie? Ou est-ce qu'il y a vraiment des contraintes qui nous disent, bien écoutez, vous avez, dans le fond, une obligation de revenir à des finances publiques saines et équilibrées? Moi, je vois, en fait, que quand on est 5 ans après la crise, et contrairement à Simon, je ne vois pas de dépenses qui diminuent. Au contraire, hein, peut-être qu'ils essaient de réduire les dépenses, les États occidentaux. Ils réussissent très mal parce que les dépenses continuent d'augmenter, peut-être pas aussi vite que certains le souhaiteraient, mais elles continuent d'augmenter à peu près sans exception. Aux États-Unis, ça a augmenté considérablement et on voit, hein, The Economist, la revue, parlait dans le fond du retard, là, du manque de vigueur de l'économie américaine. Donc, clairement, ce n'est pas des réductions de dépenses. On parle par contre de hausse de fiscalité, de davantage d'impôts. Et ça, au Québec, on est aussi très bon. Hein, quand le gouvernement dit on va faire, nous, notre part en réduisant les dépenses ou en contrôlant l'augmentation des dépenses, parce que des fois, c'est même pas une réduction des dépenses. Et on va demander aussi aux contribuables de faire sa part. Mais là, on est sûr, par contre, que ça va fonctionner. On voit les impôts augmenter au Québec. On voit qu'on pige davantage dans nos poches. Ça, tout à fait, si c'est de l'austérité, je suis tout à fait d'accord avec Simon, il faut arrêter cette stratégie-là parce que ça ne fonctionne pas. Maintenant, revenir au déficit zéro, c'est justement pas dans la colonne des revenus qui est le problème, parce que l'effort, il est déjà fait. C'est dans la colonne des dépenses. Donc, est-ce qu'on peut contrôler, et même pas réduire les dépenses, c'est pas ce que les gouvernements font, mais est-ce qu'on peut contrôler la croissance des dépenses un minimum? Si on l'avait fait ces 10 dernières années, on ne serait pas en déficit, on serait en fait en surplus de 15 milliards de dollars au Québec, ce qui est considérable. Donc, une simple discipline budgétaire, comme tout le monde, dans le fond, le connaît, quand on a un peu plus de revenus, on peut dépenser un peu plus, mais on ne va pas se mettre à dépenser en fou si on a à peine plus de revenus. Mais c'est effectivement très difficile de contenir ces dépenses. D'ailleurs, l'ASDEC, l'Association des économistes québécois, dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens comment les politiciens n'arrivent pas à respecter leurs engagements de réduction de dépenses et même ça fait qu'on ne parle pas des vrais choix difficiles. Mais je reviens sur un des éléments que Yuri évoquait. Simon, c'est vrai que les profits des entreprises ont diminué, les revenus d'impôt des sociétés ont diminué. Je parle au Québec, croissance économique, vous le mentionnez vous-même, ça avance à petits pas. Et le déficit, 3,1 milliards, on le prévoit, je pense, aussi à 2,4 milliards pour cette année. Quand l'argent ne rentre pas, il faut limiter les dépenses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là? Mais c'est le principe qu'on aurait habituellement quand on regarde l'économie d'un État comme l'économie d'un ménage. Hein? Quand on dit, ben il faut, on a peu d'argent, limitons nos dépenses. Or, l'économie d'un État, ça ne fonctionne pas comme l'économie d'un ménage. Hein. À moins que vous m'appreniez que vous soyez en mesure d'imprimer de l'argent, c'est rarement le cas. Le Québec non plus n'en imprime pas d'ailleurs. Mais le Canada le fait. On a une série d'autres. On peut émettre des obligations au Québec. On peut choisir à quel taux on les émet. On peut faire un ensemble de choses qui fait que nous avons une économie différente. Et quand on dépense, on stimule l'économie, ce qui augmente nos revenus. Alors, il y a ça ici, hein, qui ne fonctionne pas de la même façon. Quand vous achetez du pain, vous n'avez pas plus de revenus dans votre ménage quand vous faites une opération comme celle-là. Tandis que le gouvernement peut faire ça. Il peut augmenter ses dépenses, par exemple, en matière d'embauche et recevoir davantage d'impôts parce que, il y aura des gens qui ont des emplois, bien entendu, mais aussi parce qu'ils auront créé d'autres emplois autour. Donc, avoir cette seule approche de dire il faut absolument couper dans les dépenses, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a qu'on coupe,
on diminue les revenus, et on l'a vu, à chaque budget, on nous dit les revenus ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Et à chaque fois, ben, ça diminue, et là, on se dit, quelle est la solution? Diminuons encore nos dépenses. Et on entre dans un cycle qu'on appelle le cycle d'austérité-stagnation. C'est un cycle qui est très néfaste, dans lequel je pense que la plupart du monde occidental, en ce moment, est entré. Et pour en sortir, il n'y a pas, je suis assez, moi, il y a certaines choses avec lesquelles je suis d'accord avec Yuri. Dire, oui, revenir à l'équilibre budgétaire, bien sûr, ça peut tout à fait se faire. Est-ce que ça doit se faire immédiatement ou l'an prochain? Bon, ça devient une question un peu secondaire. Et là, peut-être ce que vous dites à propos de l'obsession des politiques pour leurs objectifs et tout ça entre en jeu. Mais si on veut arriver au déficit zéro, il va peut-être falloir se poser des questions très sérieuses quand on regarde l'imposition des particuliers, quand on regarde l'imposition des particuliers les plus riches. Contrairement à Yuri, moi, j'ai regardé les chiffres de l'enquête des dépenses des ménages ce matin, et depuis les 15 dernières années, l'imposition des plus fortunés, elle a largement diminué au Québec. Alors, si on voulait retrouver de l'argent pour payer ces services que nous voulons, on pourrait tout à fait le faire, juste pas en augmentant par rapport à ce que c'était il y a 15 ans, juste en revenant un peu en arrière, en disant, ben oui, ils peuvent payer un peu plus. Ils l'ont déjà fait. Et ils ne se sont pas sauvés là, dans Dieu sait quel pays lointain. Ils étaient encore ici, ils payaient de l'impôt, ils contribuaient, il n'y a pas de problème. On peut peut-être arrêter les cadeaux fiscaux qu'on a faits aux entreprises, qu'on a faits aux particuliers les plus riches. On a aussi diminué le taux d'imposition. Les PME étaient ravis au dernier budget l'État-haut. Et c'est quand même un clou sur lequel frappent les syndicats. C'est un peu comme Simon évoque, le fait que le régime fiscal a quand même on s'est quand même organisé pour diminuer les taxes des entreprises et des particuliers. Ça a quand même eu lieu, ça, le législateur. Donc, les syndicats qui se préparent à l'automne se disent, on est un peu tannés qu'on nous en demande à nous, qu'on nous en demande en termes de réduction de dépenses, alors qu'on a plutôt réduit le fardeau fiscal. Bien, on a réduit l'impôt sur le revenu des sociétés. On a augmenté, par contre, les taxes sur la masse salariale. Donc, c'est un tout, hein, à un moment donné, il faut aussi regarder, non pas choisir la petite tranche qu'on veut. On a éliminé la taxe sur le capital. La taxe sur le capital, effectivement, hein, il y a donc, et c'est fantastique d'ailleurs, parce que c'est une taxe sur l'investissement. Oui. On en veut des investissements. L'investissement, il n'augmente pas, c'est-tu plate? Évidemment, on veut peut-être pas... Bien, en fait, oui, ça augmente beaucoup plus que ce que ça aurait augmenté autrement. En fait, c'est ça. Toute chose étant égale par ailleurs. Mais il n'augmente. C'est ça la science. Mais il n'augmente pas dans les faits. Et c'est un peu ça particulier quand on regarde le fardeau fiscal, dans le fond, des individus ou des entreprises. Il faut regarder l'ensemble. Et c'est un peu ça qui est difficile à comprendre, qui est difficile à accepter parce qu'il y a des incohérences. Moi, par exemple, je me rappelle quand on a mis en place un régime québécois d'assurance parentale. Un beau programme où on disait on va lutter contre le choc démographique, hein, le vieillissement de la population, en stimulant, dans le fond, les gens qui veulent avoir des enfants, en leur permettant d'avoir des congés parentaux. Une bonne chose, pleine de bonnes intentions, ça a fonctionné. Hein? On a donc plus de naissances. Des mini-booms. Exact, un mini-baby-boom en 2006, entre autres. Ça fonctionne un peu moins bien maintenant, mais quand même, on a eu un effet. Par contre, ça semble ne pas être suffisant pour régler le problème, puisque par ailleurs, la RRQ, donc la Régie des rentes du Québec, monte son taux de cotisation aussi en disant, mais là, on a un déséquilibre démographique et il y a plus de gens à la retraite et vivent plus longtemps, malheureusement. Alors, c'est l'un ou l'autre. À un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on arrive avec un nouveau programme qui va être efficace pour régler un problème? Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'augmenter les taux de la Régie des rentes. Ou alors, et c'est ça qu'on observe, les actuaires nous disent, non, malheureusement, il va falloir l'augmenter. Bien, peut-être que le régime québécois d'assurance parentale, qui est très généreux, qui est plus généreux qu'ailleurs, ne donne pas les résultats à l'avenant. À un moment donné, il y a comme des incohérences où on demande aux gens de payer à droite, puis à gauche, en leur disant, on veut vous éviter, dans le fond, là, un choc démographique. Bien, finalement, on paye quand même. Donc, à un moment donné... Il y avait quand même d'autres objectifs à ce programme-là. Non, mais... Peut-être, il y a plein de bonnes intentions, les résultats sont pas à l'avenant. Ce que vous dites finalement, c'est que lorsqu'on crée un programme intéressant pour la population et qu'ensuite, il remplit moins son mandat et il y en a d'autres qui deviennent coûteux, on n'a plus les moyens de l'éliminer ou de le réduire. Et c'est ça, puis on peut difficilement revenir en arrière. Les garderies, c'est peut-être le meilleur exemple. Là, on a augmenté depuis le début des garderies le nombre de places en fait, on l'a multiplié par 2,6, ce qui est assez formidable. Malheureusement, les dépenses, elles, ont été multipliées par 5,6. Donc, un peu comme beaucoup d'autres programmes sociaux, on perd le contrôle des dépenses, on se retrouve avec un milieu syndiqué très rigide
très fonction publique, en fait, les mêmes problèmes de la fonction publique. On se retrouve avec des grèves, on se retrouve avec des pénuries de places. Ça n'existait pas, les pénuries de places, avant le régime, évidemment. Les places n'étaient pas subventionnées. On se retrouve avec une concurrence, dans le fond, inégale entre les CPE qui sont plus subventionnés et les garderies privées subventionnées qui le sont un peu moins. On se dit, bon, ben, il y a un modèle qui est plus efficace, on devrait miser sur celui-là. Mais non, le gouvernement mise étonnamment sur les CPE. Donc, on se retrouve avec tout ça et, évidemment, des droits acquis. On ne peut plus revenir en arrière. Je peux comprendre, là, on aime bien nos programmes sociaux, mais ça fait qu'au total, par exemple, par rapport à l'Ontario, on a un panier de services qui nous coûte entre 12 et 17 milliards de plus par année. Un budget au Québec de 92 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut encore assumer tous ces frais-là? Je pense que non. C'est ça. Pour répondre à cette question, si on a encore les moyens de financer tous les programmes sociaux, et c'est vrai que le programme des garderies est un bon exemple, quelque chose qui fonctionnait très bien, mais qui est devenu vraiment très coûteux. Bien des gens qui se disent, c'est peut-être pas normal qu'une personne avec un revenu de 100 000 paye 7 par jour, alors que d'autres qui gagnent beaucoup moins vont payer le même tarif. Donc, mais il devient difficile de revoir ce qui paraît être des droits acquis. Vous en pensez quoi? Bien, regardez, dans le cas des garderies, le gouvernement a proposé une hausse de tarifs qui est en train de se mettre en place et qui semble vouloir continuer avec une indexation par la suite. Est-ce que dans les tarifs, on devrait avoir des modes de progressivité à l'intérieur des tarifs, comme ce qui a été appliqué, par exemple, à la taxe santé? On a appliqué une progressivité à ce tarif-là. Bon, on peut bien, moi, ça m'indiffère un peu, considérant qu'un régime progressif, on en a déjà un. Les gens qui gagnent 100 000 par année, là, quand arrive le temps de payer leurs impôts, ils paient largement plus d'impôts que quelqu'un qui gagne 20 000 $. Et ça, c'est tout à fait normal et tout le monde va s'entendre là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on fait pas... On a fait beaucoup de modifications à ce programme-là, beaucoup de crédits, je suis sûr que Yuri sera d'accord avec moi, qui ont souvent été inutiles, qui ont été mal mis en place, etc. On pourrait faire du ménage dans le système d'imposition, je serais d'accord avec ça, et le rendre le plus performant possible, le plus équitable et juste possible. Et à côté de ça, avoir des programmes sociaux qui ont des tarifs très bas, voire qui sont gratuits. L'impôt, c'est la façon la plus prévisible aussi pour les consommateurs qui disent, ben oui, je fais tel salaire, je paye tant d'impôts, voilà. Là, s'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, j'ai besoin de prendre un congé ou j'ai besoin d'aller à l'hôpital, ben c'est gratuit, c'est pas grave, j'ai pas une dépense de plus à faire et je vais pas m'empêcher de poser un geste qui serait bon collectivement, celui d'être en santé, par exemple, parce que je n'ai pas d'argent. Donc, il y a là une logique tout à fait fonctionnelle, appliquée d'ailleurs partout dans le monde. Je ne vois pas pourquoi on se retournerait vers une tarification à outrance ou une augmentation de la tarification. Et donc, si on veut que les gens qui font plus d'argent payent plus, si c'est votre proposition, moi je suis assez d'accord, mais j'ai tendance à croire qu'à travers l'impôt, on a le bon outil pour ça. On se prépare à l'automne avec Simon Tremblay-Pépin et Yuri Chassin. Les débats qui vont retenir l'attention, donc particulièrement à Québec. Bien sûr, on parle de choix difficiles à faire dans le contexte de nos finances publiques. On a abordé divers thèmes au cours des dernières minutes. Pour les 5 prochaines, on va commencer par parler de la réduction des inégalités. On fait quoi à cet égard-là? Parce que je pense que notre performance n'est pas celle qu'on voudrait au Québec si on regarde les dernières années. Exactement, parce que dans le fond, on se targue au Québec d'avoir un État important, d'avoir un filet social très important, et on se dit, mais ça donne au moins des résultats. Peut-être que ça diminue notre activité économique, mais au moins ça donne des résultats en matière de lutte à la pauvreté. On est plus égalitaire comme société que beaucoup d'autres. Mais moi, l'égalité, ça m'importe relativement peu. Si des gens riches veulent être très, très riches, c'est pas très important pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est davantage la pauvreté. Est-ce qu'on lutte contre la pauvreté? Est-ce que les gens qui sont pauvres, à un moment dans leur vie, s'en sortent? Et c'est dans le fond, cette mobilité sociale-là qu'on observe moins au Québec. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Donc, entre autres, les données de Statistique Canada montrent, et c'est particulier comme indicateur, mais que la persistance de la pauvreté au Québec, elle est plus élevée que dans toutes les autres provinces au Canada. La persistance étant définie comme étant des gens qui restent 6 ans sous le seuil de faible revenu. Et donc, le seuil de faible revenu fluctue un peu, mais quand on demeure sous le seuil de faible revenu pendant 6 ans de temps, c'est une petite partie de la population, c'est 2,5 %. Mais c'est 2,5 % au Québec, alors que c'est 1,5 % en Ontario ou au Canada en moyenne. C'est 0,2 % en Alberta.
Donc, évidemment, on se retrouve dans des situations où, au Québec, où on pense être très bon, on est finalement les derniers, on est les avant-derniers quand il est question, dans le fond, du nombre de personnes, de la proportion de personnes dans la population qui a été au moins une fois en 6 ans sous le seuil de la pauvreté. C'est presque 20 de la population, alors que c'est 10 là, dans les provinces les plus Donc, on donne des les coups plus aisées. d'épée dans l'eau, finalement. Nos politiques ne sont pas... L'efficacité là-dessus, elle est douteuse. Simon? Mais moi, si on dit qu'on peut améliorer les façons de lutter à la pauvreté, je suis d'accord, évidemment, sur le principe. La question, c'est quelles sont les façons de faire. Là, on pourrait discuter spécifiquement de ces chiffres-là parce qu'il faut comprendre qu'évidemment, au Québec, avec des services publics plus étendus, avoir un certain montant d'argent ou ne pas l'avoir, bon, il y a toujours un débat qu'on pourrait faire sur cette question-là. On a eu quelques expériences réussies au Québec en termes de lutte à la pauvreté. Le cas des mères monoparentales était un exemple spécifique des parents monoparentales, majoritairement des femmes. On a décidé de dire, ben, on va donner davantage d'argent à ces personnes-là qui sont sur l'aide sociale et qui ont des enfants. Et qu'est-ce qu'on a vu comme expérience? Bien, c'est qu'en donnant davantage d'argent, on a vu des gens beaucoup plus rapidement sortir de l'aide sociale, sortir de ces programmes-là. Donc, les réflexes qu'on a habituellement de dire « Ah, ben s'ils sont trop gras durs, ils ne sortiront pas de la pauvreté, etc. » Bien, je pense qu'il faut avoir la position inverse, c'est se dire « On peut changer nos programmes, les améliorer. » Et c'est ça qui fait que les gens ont le moyen de dire, bien, quand on a un petit peu plus d'argent et qu'on peut avoir moins s'inquiéter pour ses dépenses, pour le stress, etc., bien, on peut aller trouver un emploi plus aisément. Donc, c'est un ensemble de solutions qu'on peut mettre en place pour permettre la sortie de la pauvreté. 2 commissions qui vont retenir notre attention à l'automne. Là, il nous reste presque pas de temps, mais bien sûr, révision des programmes, la fiscalité. Mandat, projet numéro 1 qu'il faudra regarder dans l'un ou l'autre de ces commissions-là, Simon? Bien, dans le cadre de la révision des programmes, il faudra absolument regarder comment les programmes ont évolué, quels sont les programmes qui restent pertinents aujourd'hui et ne pas diminuer, évidemment, l'accès que les gens ont à une vie convenable au Québec. Mais même prêt à couper, s'il le faut, ceux qui sont moins pertinents. S'il y a des programmes qui ne sont plus pertinents, bien sûr, il faut s'entendre comment on définit cette pertinence. Parfait. Yuri? C'est tout l'enjeu, hein, comment on va le définir. Moi, je pense qu'en matière de fiscalité, il y a, dans le fond, une décision au dernier budget de réduire de 20 tous les impôts, tous les crédits d'impôt, aux entreprises. C'était intéressant parce qu'on sait qu'on en donne beaucoup au Québec et que c'est pas très efficace. Là-dessus, on s'entend. En même temps, c'est paramétrique. On a un peu coupé tout le monde. Il faut choisir ceux qu'on va éliminer ou qu'on va vraiment réduire de façon importante. Je pense que c'est le premier mandat qu'on devrait peut-être voir à l'automne, d'ailleurs. Est-ce qu'on a hâte à l'automne déjà? Non, pas après les vacances. Après On va les avoir hâte à vacances, l'automne. Peut-être, oui. On va peut-être prendre des vacances quand même. Mais ça devrait bouger. Merci d'avoir été là avec nous. À Merci, vous deux. merci. Merci à vous.